connaissons aujourd'hui même, alors que l'ouvrage va paraître en librairie, un moment essentiel où toutes les incertitudes qui ont été activées par ce qu'on appelle la crise, d'une façon très générale, et sans d'ailleurs prendre la peine de l'expliciter plus avant, toutes ces incertitudes demeurent, et je peux dire qu'elles demeurent plus que jamais. Au moment où je parle, et où ce livre va paraître, en effet, nous ne savons pas si les économies occidentales vont pouvoir retrouver un chemin de croissance durable. Nous ne savons pas si la cohésion de la zone euro et de l'Europe tout entière va se maintenir au-delà des crises de la dette publique que nous connaissons. Et nous ne savons pas si notre pays, la France, va retrouver une certaine vigueur économique et, grâce à cette vigueur économique, tenter de colmater au moins provisoirement les brèches très profondes qui sont creusées dans ces comptes publics. Donc nous sommes dans l'incertitude absolue. Alors je crois que en arrière-plan du sujet que je vais essayer de développer, il faut quand même comprendre une chose, c'est qu'on a vécu un tournant de l'histoire. Bon, on parle de désoccidentalisation du monde. Alors ce terme est très ambigu. Il signifie premièrement que la domination des nations occidentales, pour parler de façon un peu brutale, les nations blanches, hein, l'Europe, ses colonies de peuplement dans le monde, dont la plus grande est constituée par les États-Unis, ont dominé pendant 4 siècles le système économique mondial. Bon. Ce moment semble révolu grâce à la montée de l'Asie émergente, tout particulièrement, mais pas seulement. Un chiffre qui dit énormément de choses. En 2009, et pour la première fois, les pays émergents ont produit plus de produits manufacturés, plus d'articles manufacturés que les pays occidentaux. On est à plus de 50%. Donc ça, c'est un point essentiel à comprendre. Le deuxième point est très ambigu. Est-ce que ça veut dire que ces nations émergentes sont en train de sortir de l'influence occidentale? Je ne partage pas ce point de vue. Je crois qu'au contraire, elles sont en train de cultiver pour leur propre compte le modèle de l'État-nation et de l'économie qu'il renferme, afin de s'implanter et de se développer à l'échelon international. Donc c'est un point absolument essentiel à comprendre. Bon. C'est dans ce contexte que la crise doit être traitée, puisqu'elle est toujours là. Au moment où je parle, encore une fois, je rappelle que les banques centrales de tous les pays occidentaux, sans aucune exception, continuent de nourrir de façon importante, avec de l'argent gratuit, les marchés bancaires, les marchés interbancaires. Donc ça veut dire que nous sommes encore dans une situation très difficile. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette crise pour entrer dans des propositions concrètes? La première chose, c'est qu'elle a illustré un point essentiel qui avait été négligé par beaucoup d'économistes académiques, c'est que nous ne pouvons pas nous passer de notre industrie. Alors les leçons sur la société post-industrielle sont un exercice vain. Nous voyons bien au moment où les économies ont été secouées qu'il y a eu une chute très brutale de l'industrie. L'Allemagne a connu une chute de 29% de sa production industrielle, qu'elle est en train de combler, mais néanmoins ce chiffre est absolument impressionnant. La France a connu une chute de 20%, le Japon encore plus que l'Allemagne. Donc, et aujourd'hui même, c'est grâce à l'industrie qu'une économie comme l'économie américaine ou que l'économie allemande surnage dans un contexte très difficile. Donc nous voyons bien que nous ne pouvions pas nous passer de notre industrie. Et si je me rapporte au cas de la France, les derniers chiffres sont encore très médiocres, c'est-à-dire que nous n'avons comblé qu'environ un tiers de notre chute depuis la crise, avec un cortège de suppression d'emplois. Alors, le deuxième point essentiel, c'est l'ampleur des destructions d'emplois qui ont été acquises, si j'ose dire, pendant la crise, c'est-à-dire 600 000 en France, plus de 600 000 en France, près d'1 million en Angleterre, plus de 2 millions en Espagne, plus de 8 millions aux États-Unis. Ces chiffres-là disent énormément de choses. Plutôt que de gloser sur la nature exacte de la crise, il faut donner ces chiffres pour qu'on comprenne que la récession que nous avons connue n'est pas une récession de type classique, telle que celle que les économistes analysent dans la théorie des cycles économiques. Bon. Alors maintenant,
la question importante, je crois, à aborder, c'est que pouvons-nous faire à l'échelon français, voire européen? Mais à l'échelon français, il faut repenser notre modèle d'entreprise, il faut repenser notre modèle économique. Bon, il est acquis aujourd'hui que notre système de crédit, notre système d'actionnariat ne sont pas les meilleurs qui soient, bien loin de là, pour affronter l'échéance qui nous a été infligée et pour affronter les défis futurs. Alors, je voudrais souligner deux points essentiels. Il y a deux domaines à explorer. Le problème, c'est celui du financement des entreprises. Bon. On s'est gorgé de crédits aux ménages, aux États-Unis, en Espagne, en Angleterre, en Irlande, en Australie, en Hongrie, dans différents pays, mais surtout, c'est bien entendu l'endettement des ménages américains qui a été l'essentiel. Bon. Notre système de crédit s'est orienté prioritairement à l'échelon occidental vers le crédit aux ménages. Or, ce n'est plus l'avenir du système de crédit, puisque maintenant les ménages vont devoir, hélas, restreindre leurs engagements. Alors, le problème, c'est qu'en même temps, et tout particulièrement en France, les banques n'ont pas fait leur devoir. Les banques n'ont pas fait le nécessaire pour approvisionner les entreprises petites, moyennes, voire grandes, en crédit proportionné pour leur permettre de développer les projets dignes de ce nom qu'elles avaient dans leur tiroir. Bon. Et donc nous avons là une défaillance du système de crédit. Et en même temps que les banques ont abusé du crédit à la consommation, elles ont fait une chose, c'est qu'elles ont développé leurs activités de trading. Bon. Aujourd'hui, si on prend les banques de type occidental, on s'aperçoit que c'est d'abord un marché captif, la collecte des dépôts et monétaire des dépôts d'épargne, des salles de marché, et puis, autant que possible, des activités de crédit à la consommation ou au logement. Bon. Mais en même temps, le crédit aux entreprises reste sous-développé dans beaucoup de pays, y compris la France. Bon. Et nous souffrons donc, dans un pays où les PME restent prédominantes à beaucoup d'égards, nous restons, de ce point de vue, dans une situation de manque de crédit. Alors, quelle solution explorer? Je crois que la première solution, c'est d'explorer la formule de nouvelles sociétés de crédit, qui ne seraient pas des banques au sens propre, qui seraient détachées de cet appareil bancaire qui me paraît, dans l'état actuel des choses, irréformable. Et ne serait-ce que parce qu'il ne veut pas entendre parler d'une quelconque réforme. Alors, ces sociétés de crédit pourraient, d'une part, accéder au marché du crédit, sous réserve, bien sûr, qu'elles puissent avoir une notation adéquate, et en même temps, elles pourraient accéder au refinancement de la Banque centrale. Il faudrait pouvoir le permettre. Le capital de ce crédit pourrait être tout à fait logiquement détenu par les entreprises qui en seraient bénéficiaires de ce crédit. Les PME ou même les grandes entreprises. Il y a un projet français dont je voudrais souligner à l'occasion, qui s'appelle le Corporate Funding Association, qui a pour l'instant avorté, mais qui me paraît être la bonne voie à suivre sur le chemin nouveau que nous devons emprunter. La deuxième chose, c'est l'actionnariat des entreprises. Ce matin même, nous sommes le 10 janvier, ce matin même, se posait le problème de l'actionnariat de ADS, toute petite entreprise dont dépend la vitalité de la région Midi-Pyrénées. Bon, ADS, c'est essentiel pour des centaines d'entreprises directement et pour des milliers d'entreprises indirectement. Bon. Or, cet actionnariat n'est pas verrouillé. Il faudrait le faire, et on reparle de l'action privilégiée. L'action privilégiée, c'est la Golden Share qui a été inventée par Mme Margaret Thatcher, grande libérale s'il en fut, mais qui est aujourd'hui prohibée par la jurisprudence européenne depuis 2003. Donc, nous avons donc un problème d'actionnariat. Eh bien, il faut tout simplement que, par la loi, et j'insiste, par la loi, on reconnaisse un actionnariat stratégique, c'est-à-dire un actionnariat qui fait corps avec l'entreprise, qui est lié à l'entreprise par un contrat, par un pacte, pour une durée déterminée, avec des clauses de révision, et cet actionnariat a évidemment la part prépondérante dans le système de vote, soit parce que les droits de vote lui sont réservés, soit parce qu'il dispose de droits de vote, ou triple, qu'importe, et ça lui permet donc d'être le partenaire véritable de l'entreprise durant l'exécution de sa stratégie. Une stratégie d'entreprise, ça ne s'exécute pas sur 6 mois, sur 12 mois ou 18 mois, mais sur, selon le cas, 3 ans, 5 ans, 7 ans, 10 ans. Bon. Donc cet actionnariat stratégique doit être reconnu dans la loi et il faut absolument le mettre en place. Alors, cet actionnariat stratégique est absolument contraire à la doctrine économique dominante, qu'elle soit au Trésor public français,
qu'elle soit à Bruxelles, à Luxembourg, et qu'elle soit bien entendu sur les marchés financiers divers et variés. Or, c'est celui qu'il faut mettre en place, et nous ne saurions mesurer nos efforts intellectuels pour pousser en avant cette idée qui me paraît essentielle pour assurer non seulement la solidité des grands groupes, les mettre à l'abri des raids, des razzias, mais aussi pour permettre à ces grands groupes de travailler de façon efficace avec leurs partenaires d'échelons plus modestes, les PME de toutes sortes, qui leur permettent de fonctionner de façon harmonieuse. Voilà donc ces deux points essentiels, un nouveau régime de financement à crédit des entreprises, une nouvelle organisation du crédit, si vous voulez, et en même temps un nouvel actionnariat de type stratégique.